Salut à tous, c'est Damien. Salut à tous, c'est Benoît. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le vidéo test de The Witcher 2 Assassins of Kings Enhanced Edition. Donc le jeu était sorti au départ sur PC et là donc il arrive avec quelques bonus supplémentaires sur Xbox 360, bonus qui au passage seront disponibles gratuitement sur PC. C'est toujours développé par CD Projekt. L'éditeur polonais de bientôt de renom on l'espère, ils sont exactement, excellents. En tout cas ils le méritent. C'est édité par Namco Bandai et c'est vendu aux alentours de 60 €. Il y a même certaines boutiques qui le vendent à 50 €, donc n'hésitez pas puisque c'est quand même un titre de grande qualité. C'est la suite directe du premier épisode. Exactement. Et donc c'est l'épisode original, le Witcher 2 sur PC, était un petit peu à la pointe technique sur le support. C'était un jeu qui était sublime et qui avait donc un pôle action assez complexe avec beaucoup de types d'actions possibles, bien qu'un peu orienté console avec la possibilité de jouer à la manette déjà. Donc il avait cette option qui s'offrait à lui. Déjà bien orienté dans la possibilité d'un portage. Exactement. Mais restait cet énorme défi de réussir la transformation, la transposition des énormes qualités graphiques sur console, et c'est ce défi que CD Projekt a relevé et réussi. Et c'est sur ce portage-là qu'on va évidemment vous apporter un peu nos lumières, en tout cas nos critiques, sur 3 thématiques comme d'habitude: le contenu, le gameplay et la réalisation. C'est parti. Alors au niveau du contenu, mon cher Benoît, c'est quand même un jeu d'aventure, donc qui mise énormément sur son scénario et donc qui montre de grandes qualités scénaristiques. Tout à fait, et qui prend un petit peu le joueur à chaud, surtout le joueur 360 qui ne connaît pas la version précédente, puisqu'on débarque in medias res, c'est un des critères de base de ce jeu, dans un monde médiéval fantastique, criant de vérité, qui ressemble un petit peu à notre époque médiévale à nous, avec toute sa violence, sa cruauté et aussi sa lubricité au grand jour. Avec quand même quelques petits éléments fictifs, comme des dragons, des choses qui n'ont pas existé, mon cher Benoît, parce que les dragons n'existent pas. Ça n'existe pas, tiens donc. Et donc c'est métissé tout ça avec des thèmes fantasy classiques de fort belle manière. Donc on se retrouve comme ça plongé dans les conflits politiques incessants qui se traduisent par un contexte de guerre sanglante permanente. Et le joueur joue Geralt, un sorceleur, une sorte de magicien mercenaire de luxe qui a, disons, une allégeance volatile, qui a une espèce de neutralité bien maintenue dans le premier épisode et qui à la fin du premier donc se voit un petit peu, disons, sauve le roi Foltest et devient une sorte de son allié par la force des choses sur le début de ce deuxième épisode. Donc c'est vraiment la continuité dans la continuité au niveau du on scénar. débarque dès au début d'un siège d'une baronnie locale qui voit le roi assassiné pour de vrai, et Geralt se retrouve comme ça pris dans une espèce de spirale où il est accusé à tort et doit se laver son honneur, sa réputation en enquêtant sur le vrai coupable. Et dans son enquête, il va se retrouver plongé dans une histoire pleine de complots qui lie les intérêts des nobliaux et des rois, qui mélange tout ça avec des magiciennes hyper puissantes qui ont leur propre agenda, et également une faction de minorité raciale qui s'appelle les Scoia'tael et qui jouera aussi un rôle très important que le joueur pourra décider d'aider ou pas. Donc en gros, le gros du jeu, c'est justement de nous apporter des choix qui n'auront pas forcément des conséquences immédiates. Contrairement à certains jeux comme Mass Effect où dans le cas on anticipe énormément justement les réponses et les conséquences de nos choix, mais qui du coup nous impliquent aussi de manière plus complexe dans la narration et même au niveau du gameplay, qui nous donne une vraie richesse, un vrai... Tout à fait, c'est ça. C'est un des symptômes de ça, c'est qu'on interprète un personnage qui est très écrit, qui préexiste au jeu, qui a tout un passé d'existence dans l'œuvre littéraire de Sapkowski, j'arrache peut-être son nom, l'auteur polonais qui a créé la série. Et du coup, cette espèce de consistance narrative, de consistance littéraire du titre irrigue de toutes parts le scénario de ce jeu et contextualise chacun des choix, chacune des situations ludiques de beaucoup
d'implications, de conséquences difficiles Ouais, des à fois plus ou décrypter. moins importantes, hein, c'est pas forcément des grands trucs. Et c'est ce qui permet au jeu en fait de traiter de thèmes de manière très intelligente, de thèmes du racisme en fait, des factions humaines contre les minorités raciales qui luttent pour leur liberté, ou bien parfois aussi des luttes de pouvoir entre les nobliaux et une espèce de Jeanne d'Arc qui défend disons les intérêts du peuple. Voilà, après tous tous ces de thèmes. fesses, enfin, il y a un Des peu de thèmes tout, adultes, c'est vraiment effectivement. voilà, un jeu mature dans les thèmes qu'il aborde, Dans et son aussi dans la écriture construction et dans l'écriture. voilà, qui utilise vraiment sa matière littéraire comme le levier d'implication principal. Il ne s'agit pas ici de subordonner le scénario au choix, à la liberté des choix du joueur et de régler ça de manière modulaire. Ici, les implications sont profondes et un choix qu'on fait à un moment donné dans le jeu, de sauver par exemple un personnage au début du jeu, peut avoir des conséquences qui nous surprennent plus loin et par leur implication, par leur sens aussi, leur sens moral. Et voilà, toutes ces choses-là sont vraiment des choses très intéressantes et parfaitement captivantes, très bien racontées. C'est assez rare, hein, donc, dans le genre ou même dans le jeu vidéo, d'avoir des choix aussi bien imbriqués dans la construction de l'univers et donc aussi au niveau de la gestion c'est du presque différents quelque personnages. part la première fois qu'un jeu s'attache à l'exercice de l'adaptation littéraire. Qu'est-ce que ça peut avoir comme forme dans un jeu et qu'est-ce que le jeu peut en retirer comme force. Sans non plus être pompeux ou Bien sûr. volontairement Non, inaccessible. ça se raconte comme ça, les situations, le background émerge des situations de jeu de manière tout à fait naturelle et par petits bouts se dévoile et irrigue comme ça de son sens, de ses implications profondes les situations de jeu. Donc c'est très organique, c'est très bien écrit, c'est très bien articulé avec la liberté du joueur qui se sent comme ça, comme une espèce de témoin privilégié de l'histoire tout en étant un acteur majeur. Et je meurs mais ça n'est pas grave, C'est pas grave. de cette histoire en marche. Donc cette espèce de double position, de témoignage d'une histoire solide et en même temps d'électron fou de l'histoire, c'est absolument captivant, c'est une des grandes réussites de ce jeu. Alors au niveau du gameplay, bah là c'est un peu plus consensuel, un peu plus commun on va dire à pas mal de RPG type action, mais ça reste quand même très agréable puisque quand même le gros défi c'était de porter un jeu conçu sur PC, sur Xbox 360 et là on peut dire que c'est quand même une réussite. Tout à fait, c'est une réussite qui donne l'impression que le jeu était prévu à la base pour console et ressemble vraiment à un jeu d'action bien assigné à la manette, surtout malgré la complexité des actions proposées. Parce que là il n'y a pas une touche à acheter quoi, toutes les touches sont utiles effectivement, à commencer par les touches de coup. On retrouve bien sûr le coup fort et le coup faible. C'est le coup fort assigné à la touche X et le coup faible à A. Ouais. On a la possibilité également de donner très simplement, là je fais un mauvais sort, mais de donner de caster des sorts par pression sur Y et puis la touche B sert d'esquive, sert pour l'esquive. Face à un ennemi, on en verra bientôt je pense. On peut également parer. Il faut d'abord toujours maintenir la touche de visée et ensuite il y a la possibilité, tout en le visant, de l'esquiver en gardant dans l'axe. Ça entraîne quelques petites manipulations un peu complexes, un petit peu inconfortables, c'est peut-être le seul grief, mais presque inévitable. Hein. Par exemple, je vais vous le montrer là, pour attaquer un monstre, le garder, il faut appuyer en plus de la touche de ciblage sur la touche de garde qui est sur RT, donc sur l'autre gâchette, et en même temps il faut, si on veut contre-attaquer, appuyer sur la touche A, voilà, sur le bon timing, ce qui fait qu'on a des contrôles un peu de poulpe, c'est pas toujours très évident au début, mais on s'y fait. D'autant qu'il y a un petit tutoriel qui a été rajouté qui permet d'avoir une bonne vue d'ensemble sur tous les contrôles. Tout à fait, qui est bien fichu et qui en plus va avoir pour intérêt de vous proposer une difficulté adaptée à votre manière de jouer, à vos compétences on va dire. Donc ça c'est franchement bien vu, c'est le temps que le jeu est calibré console comme il faut. Exactement. Il n'y a pas de souci, on arrivera à tout comprendre assez vite. Autre calibrage console qu'on peut citer, c'est bien sûr l'interface qui a été un petit peu remaniée pour l'occasion. Je vais vous la montrer en plein combat parce que voilà, c'est Spectre, donc à s'occuper sans moi. Voilà, on remarque donc il y a cette espèce d'inventaire de base ici qui est ensuite divisé par filtre, par type d'objet, type de référence, qui est plutôt pratique. Bon, alors le seul petit problème, c'est qu'effectivement pour atteindre par exemple ici les livres, il faut faire un certain nombre de clics sur la gâchette, mais concrètement dans le jeu, on n'a pas besoin d'aller toujours dans cette référence précise. On va surtout sur les armes qui sont à un clic
de gâchette. Et du coup, globalement, c'est tout à fait praticable et c'est une manière assez pratique de rendre la navigation confortable sur console. Il y a aussi le menu radial qu'on a vu un petit peu déjà au cours de préréalisation. En appuyant sur RB, le temps se ralentit légèrement, il n'est pas stoppé complètement, du coup on a le temps de choisir le sort de son choix, ou bien à droite, là j'ai pas mis d'objet dans la poche, mais ça permet d'avoir un accès rapide par raccourci aux armes secondaires et du coup de les employer sans temps mort, sans problème pendant l'action, d'être parfaitement actif. Voilà, il n'y a pas de pause en fait, hein. Le jeu est ralenti, voilà, mais il n'y a pas de pause, donc l'adversaire continue à aller approcher, il faut veiller. Autre truc très très bien géré, c'est la caméra qui est adaptée dans sa sensibilité à la vitesse un peu réduite des déplacements au stick, un peu moins précis, ce qui fait que du coup on est toujours dans une grande visibilité de l'action à partir du moment où on cible bien l'ennemi et du coup on est dans le contrôle. Donc là, vraiment, vous pouvez attendre d'un jeu console. Le film est très bon. Évidemment, on l'a déjà dit au niveau des combats, c'est plus orienté action que The Witcher 1. Et donc ça se prête tout à fait au mapping des touches proposées par Tout à fait, contrat rempli. Et franchement, chapeau pour le coup, c'est vraiment... on pourrait croire à un jeu fait pour la console. Donc, ça marche. Alors on va voir maintenant au niveau réalisation, parce que c'était aussi un des défis de ce portage, comment se porte cette version 360 de The Witcher 2. Alors au niveau réalisation, là effectivement c'était le gros défi puisqu'on a évidemment des limitations techniques de la console qui quand même mine de rien commence à vieillir sérieusement au fil des ans. Donc on a des graphismes qui ont été revus un peu à la baisse. Forcément. Donc ils sont un peu en dessous des presets moyens sur PC, voilà, si on fait la comparaison. Et du coup effectivement les textures sont moins fines, les effets de lumière et de feu etc. sont retravaillés, sont bricolés pour l'occasion, bien bricolés, mais restent en deçà. Et quand on fait un comparo entre les deux, là où la version PC était éblouissante par moments et faisait lâcher complètement le clavier et la souris, ici on a plus une espèce de rendu homogène, toujours joli, jamais complètement décrochant la mâchoire, mais largement au niveau des standards de la console. C'est dire, parce qu'un jeu aussi sublime que Witcher 2, on le saura, on l'apprend, si on le réduit presque pas de moitié, j'en sais rien, mais si on le réduit drastiquement, ça reste un très beau jeu sur Xbox 360, voilà. D'accord, sachant que les concessions sont limitées. La vraie qualité, parce que oui, on a des textures, une résolution qui ont été downscalées, donc un peu plus basse que la version PC, et qui reste largement dans la moyenne comme tu l'as dit. Le framerate, il est assez constant, mais un petit peu moins. C'est ça, c'est le pari, c'est effectivement, du coup, on obtient un framerate constant, une fluidité de l'action donc qui est assurée, ça c'est une bonne chose. Des temps de chargement aussi qui sont raisonnables, on va le voir ici, je rentre dans l'auberge. On compte quoi sur ses doigts 5 secondes peut-être, 5-6 secondes, bon, mais voilà, et ça reste, il n'y a pas d'abus quoi, ça reste raisonnable et surtout par rapport justement à l'univers qui est quand même vaste et qui peut se parcourir de manière tout à fait fluide. Ouais, tout à fait. C'est là aussi où là du coup on demande pas mal d'efforts à la console, notamment au niveau du streaming, parce qu'en gros ça charge tout le temps sur le disque, sachant qu'on a quand même la possibilité d'installer le jeu pour avoir moins d'effets de popping et des temps de chargement plus courts. Alors la grande vertu de tout ça, de ce gros travail de portage et de bricolage technique, c'est qu'il permet de transposer correctement l'excellente direction artistique originale qui survit de loin. On reconnaît tout à fait la patte artistique de CD Projekt et qui demeure, malgré donc, le fait que le jeu soit sorti déjà depuis un petit moment sur PC, tout à fait éblouissante. Voilà, les décors restent foisonnants, la composition des décors, des modèles d'architecture, des arbres, etc. Les choix colorés, la composition des couleurs aussi qui survit de manière aussi chatoyante peut-être que dans notre souvenir. Donc c'était la gageure pour le coup et c'est une très bonne chose, très bonne surprise. Et ça rend du coup les balades aussi agréables qu'on pouvait l'espérer. Tout à fait, et encore une fois, sur console next-gen, les RPG de grande qualité sont pas forcément hyper nombreux. Là en plus, avec The Witcher 2, on a une sensibilité un petit peu différente au niveau de l'univers, au niveau du traitement des personnages, au niveau encore une fois des choix colorés, etc. qui donne un vrai vent de fraîcheur au genre sur console. Et ça c'est pareil, c'est encore une qualité de plus pour ce titre qui fait que c'est encore plus intéressant de s'y intéresser, parce que vraiment on va avoir une expérience un petit peu différente de ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Tout à fait, notons juste quelques petits problèmes mineurs qui surgissent ici, par exemple des problèmes de tearing à certains moments, synchronisation verticale qui ne fait pas toujours, quelques aussi clipping quand on débarque dans des endroits avec beaucoup d'arrière. Tardivement. Le
Le décor en fond, pareil, la définition n'est pas les aussi ombres qui grande que sur tremblotent un PC. peu, etc. Bon, toutes ces choses-là, c'est que des toutes petites ombres ténues au tableau qui est quand même vraiment assez impeccable. Et justement aussi pour étoffer un peu la durée de vie et puis voilà, donner un petit peu plus aux joueurs 360, il y a eu un peu de contenu supplémentaire. C'est ce fameux Enhanced Edition, il rajoute 2 missions principales, enfin 2 missions importantes qui sont très bien écrites à la hauteur des missions canoniques de la version originale. Elles sont disponibles gratuitement sur PC par un patch gratuit. Et du coup vous pouvez compter bien 30 à 35 heures de jeu pour un premier run bien complet et peut-être même le double, sachant que les choix impactent tellement la progression que l'acte 2 et 3 peuvent être vraiment profondément différents, avec des quêtes différentes et un scénario différent, ce qui fait qu'on a très envie franchement de s'y remettre, de se relancer une partie. Très bien, bon on a une petite idée mais on va quand même faire une petite conclusion. Alors Benoît, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de ce The Witcher 2 Assassins of Kings Enhanced Edition? Eh bien simplement c'est un portage exemplaire, c'est ce qu'on souhaiterait voir sur tous les portages en fait d'un jeu PC sur console, avec un gameplay qui était certes préparé de longue date à sa transition vers la manette, mais le gros défi c'était surtout le défi de la transposition graphique qui était quand même pas gagné d'avance, et le gros travail qui a été effectué pendant toute cette année sur cette version, elle démontre d'un vrai souci, d'un vrai respect pour les joueurs qui achèteront cette version, puisque du coup on obtient une expérience parfaitement à la hauteur, aussi bien sur le plan de la finition technique que sur la transposition des qualités esthétiques originales, et ça assure un voyage immersif avec toujours ces énormes qualités scénaristiques qui mettent la matière littéraire au premier plan et qui donnent aux joueurs une impression d'être le témoin privilégié d'une histoire médiévale pleine de fureur et de sexe. Bref, voilà, ça qui intéresse. Pas de censure, il faut le dire quand même sur cette version, c'est une très bonne chose. Et eu égard à l'intelligence de l'écriture et des thèmes abordés, l'immersion de cette aventure, de son atmosphère médiévale sans concession, c'est un jeu qu'on recommande à tous les amateurs du genre sur console, puisqu'il rejoint sans aucun souci les meilleurs titres du genre. Voilà. Donc si vous n'avez pas le PC pour le faire marcher, qui est quand même la supérieure version, eh bien jetez-vous sur cette version qui n'est pas du tout une arnaque, qui est l'exemple, le cas d'école de ce qu'un bon portage doit être. Ben voilà, c'est dit, nous en tous les cas, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut.